Mesdames et messieurs, Herménégilde Chiasson. Hermé, comment ça va? Ça va bien. Question bien simple de même pour commencer, là. Tu portes tellement de chapeaux. Qu'est-ce qui décide quel chapeau tu vas mettre le matin? Bien, ça dépend. Il y a toujours des choses à faire. J'ai toujours comme plusieurs projets. Comme que, par exemple, là, je travaille sur plusieurs livres en même temps. À un moment donné, quand il y en a un qui est prêt, puis pour moi, être prêt, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que je peux rajouter. En d'autres mots, c'est comme un échec. Puis c'est la même chose comme la peinture. La peinture, à un moment donné, je me décide à faire de la peinture, mais c'est comme... D'ailleurs, je pense que je suis vraiment paresseux, puis c'est probablement pour ça. Je sais pas, moi, pas sûr que ça serait ça le mot qu'on utiliserait. Fondamentalement, je suis paresseux. Je pense qu'il faut toujours que j'aie comme des projets que je structure. Puis si je ne travaille pas sur ces projets-là, je me dis, ah, j'ai perdu une heure, j'ai perdu une demi-journée, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Es-tu difficile sur toi-même, de ce côté-là? Oui, je pense que oui. Exigeant? Oui. Bien, c'est-à-dire, je suis exigeant par rapport à mon horaire, mais je voudrais toujours passer plus de temps sur ce que je fais, mais malheureusement, je n'ai pas toujours le temps à ma disposition. Bien, il y avait un monteur, moi, qui m'a dit à un moment donné, il dit, le montage, ça finit jamais. On arrête à un moment donné, mais c'est jamais fini. Exactement. C'est un peu comme ça que tu te sens avec tes heures? Oui, c'est la même chose, parce que je trouve toujours que c'est comme inachevé, que c'est comme des brouillons, et je suis comme perfectionniste, mais je veux dire, à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Je pense que c'est Roland Barthes, qui est un écrivain français, qui disait « On écrit pour être aimé et on est lu sans jamais l'être. » Et c'est pour ça qu'on fait un autre livre, et c'est pour ça qu'on fait un autre disque, et c'est pour ça qu'on fait un autre spectacle. Je pense que tous les artistes ont cette espèce d'insatisfaction, puis ils ont des espèces de rendez-vous. Parce que je me dis souvent, par exemple, quand je fais une peinture, je me dis « Je suis la seule personne à faire les peintures que je voudrais voir. » OK. Tu te satisfais toi-même? En un sens, oui, parce que, je veux dire, c'est sûr, je peux admirer puis aimer d'autres peintures puis d'autres artistes, mais j'ai l'impression que pour être vraiment satisfait de ce que je vois, il faut que je le fasse jusqu'à un certain point. Et j'ai jamais assez de temps et c'est jamais ce que je veux voir. Alors, c'est pour ça que, comme toujours une frustration, finalement. Moi, j'étais curieux de savoir, tu as vécu une expérience assez particulière il y a quelques années. Tu as été le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. Plusieurs d'entre nous étaient surpris que ce soit quelque chose qui t'intéresse, pas mal. Mais là, avec un peu de recul, qu'est-ce que ça a été pour toi, cette expérience-là? Bien, je pense que ça a été agréable parce que ça m'a permis de rencontrer des gens de toutes catégories, de tous les milieux. Parce que d'habitude, si tu es un artiste, tu rencontres d'autres artistes. Oui. Et tu parles des problèmes d'artistes. Tandis que si tu es lieutenant-gouverneur, tu rencontres des gens qui vont livrer des repas chauds à la maison. Moi, c'est un monde que je connais vraiment pas. Mais c'est des choses que je trouvais très émouvantes, très prenantes, de gens qui donnent une partie de leur temps, une partie de leur vie pour contribuer au bonheur de d'autres personnes. Donc, c'est probable... Évidemment, il y a beaucoup de ces choses-là qui vont revenir ou qui reviennent par après. C'est comme des espèces de flashs ou des souvenirs, mais je pense que c'est ce que je retiens le plus. Le fait que ça m'a permis d'aller dans plusieurs endroits, de rencontrer des gens de plusieurs milieux. Puis penses-tu que dans 7-8 ans, puis il y aura certainement quelqu'un qui va faire un doctorat sur l'œuvre d'Herménégilde Chiasson, ils vont te dire, et l'influence de son séjour comme lieutenant-gouverneur, ça a-tu eu une influence sur ta création maintenant? Bien, ça a pris 6 ans de ma vie, 6 ans durant lesquels je n'ai pas vraiment pu créer. Je me suis arrangé à tous les années pour faire un solo en peinture, faire une exposition. Puis en même temps sortir un livre, mais c'était souvent des livres que j'avais déjà écrits, des pièces de théâtre ou des choses comme ça. J'ai fait un livre pendant ce temps-là qui est Solstice, qui est un livre que j'écrivais à tous les solstices, à tous les équinoxes. Donc, je m'arrangeais pour écrire un texte. C'est même si je mourais de fatigue, là, je l'écrivais. Puis après ça, je le retravaillais pour les 3 mois qui venaient par après. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, je pense que c'était un 21 décembre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai manqué cette date-là. Ouf. Et j'ai vu ça comme un signe que le livre était fini. C'est ça. Parce que ça aurait pu continuer tant que le soleil tourne et que la Terre tourne. Oui, il va y avoir des solstices pendant le soleil ne tourne pas, mais la Terre tourne. Ouais. Moi, je ne sais pas si je comprends bien, mais mon feeling qu'une partie de ton processus, c'est de dire « je vais faire ça ». De créer une structure, je pense à ce livre-là, Autoportrait. Oui. Il me semble qu'il y a eu une décision à un moment donné de dire il va y avoir 12 livres, un par chaque lettre. La création elle-même est nourrie par la structure. Est-ce que ça fait partie de
ta façon de te discipliner toi-même en disant il va en avoir 12, puis ça va être ça, c'est comme un point de départ? Bien, je trouve ça vraiment intéressant. Comme j'ai écrit des pièces, par exemple, où je savais exactement ce que j'allais écrire. Ça allait commencer par un monologue, ça allait se poursuivre avec un dialogue, etc. Donc, mais tu as raison, c'est que j'ai besoin d'avoir comme d'être encadré. Puis après ça, à l'intérieur de ça, ça me donne une très grande liberté. Comme, évidemment, une fois que j'avais décidé que, par exemple, le H du mois de janvier de mon nom allait être histoire, bien à ce moment-là, je savais que ça allait être des histoires. Puis sais-tu à moitié faite quand ça, cette décision-là est faite? Bien, c'est une grosse décision. Après ça, évidemment, ça devient comme compliqué, puis c'est un travail constant parce que tu l'as toujours à l'esprit. C'est comme les histoires. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un me racontait une histoire, puis je me disais, hey, ça, c'est vraiment intéressant. Il faut que je note ça. Mais normalement, parce qu'en février, ça avait passé à autre chose, ça s'appelait Espace, et c'était comme une autre structure. Et là, j'écoutais plus les histoires. Mon esprit était comme concentré sur... Donc, effectivement, il y a comme une monopolisation par la structure, mais à l'intérieur de la structure, il y a de la liberté, une grande liberté, oui. Ouais. Y a-t-il un moment où, toi, c'est devenu clair qu'une carrière ou une vie artistique, une vie de création, ce serait le seul choix qui se présentait à toi? Tu n'as jamais pensé d'être avocat ou d'être... OK. Tu sais, dans ta jeunesse? Au départ, je voulais être médecin. Oui? Oui, je voulais faire. Puis quand j'ai fait 27 en biochimie, je me suis rendu compte qu'il fallait que je restructure mon plan de carrière. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, je vais aller en lettres, parce qu'en lettres, je me suis dit, bien, je pourrais toujours enseigner, donc la littérature ou le français, je ne sais pas. Puis là, après ça, mais ce n'était pas ça qui m'intéressait vraiment. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était les arts visuels. C'était vraiment nouveau à l'époque. Puis c'est toujours le grand problème. Puis les parents qui ont des enfants qui veulent être artistes, c'est toujours encore le même problème. Comment tu vas gagner ta vie? Alors, mes parents ont mis beaucoup de pression sur moi. Comment tu vas gagner ta vie? Puis qu'est-ce qu'a été ton rationnel? Comment est-ce que tu as gagné l'argument? À un moment donné, je pouvais juste pas résister. Je veux dire, quoi qu'il aurait arrivé, c'est ce que je voulais faire. Alors, je suis allé en art visuel. Puis, je suis allé en art visuel parce qu'à l'époque, il y avait deux profs à l'Université de Moncton qui avaient une grande influence. C'était Antonine Maillet et Claude Roussel. Et Antonine Maillet, c'était plus la tradition. Et moi, j'étais plus intéressé par la modernité. Je trouvais que Claude Roussel incarnait plus la modernité. Alors, je suis allé en art visuel. Ça t'arrive-tu de repenser ou revoir les œuvres que tu as créées dans cette période-là? Oui, je les revois. Et je vois, pour moi, ils sont comme complètes, puis je les aime, mais ça correspond à une phase de ma vie. Puis après ça, bien, j'ai passé dans d'autres phases, puis j'ai connu d'autres professeurs, puis d'autres esthétiques, puis tout ça, ça te bombarde, puis ça finit par créer quelque chose de très hybride, finalement. Cool. Écoute, je voudrais jouer un petit jeu avec toi. OK. Tu sais, il y a le questionnaire de Pivot, le questionnaire de Proulx. OK. Moi, je vais te faire faire le questionnaire de Gautreau. OK. OK? Si on tournait un film sur ta vie, qu'on va certainement faire, pas de doute, ça me surprend que tu ne l'as pas fait toi-même, déjà. Autoportrait. Qu'est-ce qui serait le titre? Le titre, ce serait Un homme confus. Ah oui? Oui. La confusion, vraiment, dernièrement, est devenue un c'est sujet. Ça, un thème. Oui, ça pourrait être un thème, oui, parce que je trouve que... Je pense qu'au fond, être artiste, c'est formuler plusieurs choses. Parce que finalement, il y a tout, c'est comme une espèce de magma ou de brouillon qui est autour de nous. Puis quand tu es artiste, tu prends ça puis tu le formalises. Puis c'est fascinant parce que des fois, tu vas lire un livre puis tu vas dire « Oh my God, j'ai déjà pensé ça. » Ah oui? Mais j'ai jamais pensé l'écrire. Donc, c'est ça. Je pense que ça pourrait être une confusion. OK. Puis si tu n'étais pas artiste, tu serais? Si je n'étais pas artiste, c'est bizarre, j'ai souvent pensé que je pourrais être architecte, mais ça, c'est aussi être artiste. Mais je pense que je serais médecin parce que il y a eu de grands artistes qui étaient médecins aussi. Oui. Donc, il y a une espèce de... Je pense que chez les médecins, il y a une grande humanité, donc, et chez les artistes aussi. Si l'Acadie décidait d'imprimer sa propre argent, qui est-ce qu'on devrait mettre sur le billet de sang? Bonne question. Luigi Robichaud. Ah, bonne réponse. Si on était dans un univers de bande dessinée, puis tu pourrais avoir un super pouvoir, qu'est-ce qui est le super pouvoir que tu voudrais avoir? Oh my God, ça c'est vraiment une bonne question. Super pouvoir, ça serait de lire dans les pensées de mon chat.
Ah oui? Oui, j'ai souvent pensé écrire mon autobiographie écrite par mon chat. Ah oui? Comment mon chat Ben, me écoute, voit. je veux juste pas te faire de peine, mais écoute, la fille, tu sais, sur Internet, il y a des mimes. Ouais. La fille qui avait le chat Grumpy Cat, je sais pas si vous avez déjà vu Grumpy Cat, c'est un chat qui a tout le temps l'air marabout. Elle a fait 100 millions de dollars depuis qu'elle a mis sa première photo de son chat. Ça fait peut-être qu'il y a un avenir là. Il y a une pièce à faire. Il y a une pièce là pour sûr. Quelle invention humaine que tu éliminerais si tu pouvais? Je sais pas, l'Internet. Ah oui? Oui, parce que ça me prend un temps fou. Et c'est comme une... Je veux dire, c'est sûr que c'est vraiment un outil absolument incroyable, mais c'est aussi une perte de temps incroyable. Oui, bien, j'ai vu que tu étais sur Facebook. D'ailleurs, tu es mon ami. J'ai apprécié ça. Comment tu trouves ça, Facebook? Je trouve ça intéressant, surtout que moi, je suis arrivé très tard à Facebook. Oui. Ça fait 2 mois que je suis sur Facebook. Alors, je découvre. Puis tu tweets-tu? Oui, j'ai un compte Twitter sur lequel je mets à tous les jours un haïku, qui est un poème japonais. J'aurais dû savoir qu'il y avait une discipline ou quelque chose qui était associé. J'en fais un tous les jours. Y a-t-il une chose qui te fait toujours sourire? Non, pas vraiment. Non? Non, je suis un personnage assez sérieux, assez sombre. Je fais peur aux enfants, je trouve. Tu trouves? Okay. Les flots, ils ne viennent pas vers moi tout de suite. Dans la douche, si on était proche de toi dans la douche, qu'est-ce qu'on t'entendrait chanter? Les feuilles mortes. Ah oui? Oui. En Je français? trouve que Les feuilles mortes, c'est la plus grande chanson jamais écrite. Ah oui? Oui. C'est vrai que c'est une belle chanson. Oui. Les feuilles mortes, puis Crazy en anglais. Ah oui? Oui. Quand tu allumes ton ordi puis tu ouvres Safari ou Firefox, je ne sais pas ce que tu utilises, qu'est-ce qui est le premier site web que tu visites? Souvent, je vais rouvrir mon ordinateur pour aller vérifier des choses, comme je vois un film, par exemple, puis là, j'arrive, puis le film est commencé, puis là, tout d'un coup, je me dis, ah, c'est qui, tel acteur ou telle actrice, je vais aller lire sur elle. Donc, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que l'Internet, ça me fait perdre beaucoup de temps, parce que c'est comme une dérive. Hein. Là, tu vas sur... pour une personne curieuse. Tel acteur, puis là, tu dis tel réalisateur, puis là, tu dérives, en tout cas. Si tu avais une devise, qu'est-ce que ce serait? J'ai une devise, d'ailleurs, quand on est lieutenant-gouverneur, le service de l'héraldique à Ottawa fait nos armoiries. Ah oui? Il faut choisir une devise. Et moi, c'est « en toute bonne foi ». En toute bonne foi, c'est une belle devise. C'est ça ma devise. Qu'est-ce qu'il y a sur tes armoiries à toi? Il y a 4 pages blanches qui correspondent aux 4 espaces blancs sur lesquels j'ai travaillé toute ma vie, qui est le cinéma pour l'écran, qui est la page blanche pour l'écriture, qui est la toile pour la peinture. Puis il y en a un autre, là, je ne me souviens pas. Le cinéma, ça fait un bout de temps qu'on ne t'a pas vu œuvrer là-dedans. Tu n'as pas une envie? Oui, j'ai souvent envie, j'ai toujours pensé faire des films, mais vraiment à une échelle très réduite et très modeste, où je contrôlerais absolument tout. Oui, bien maintenant, on peut faire des films avec nos téléphones. Oui, je sais. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Dernière question, ton expression acadienne préférée? Basir. Basir? Basir puis rsoud. Ah, OK, rsoud. C'est les deux. Oui. Ouais. Mais basir, c'est parce que quand on est artiste, on est souvent, ben, tu le sais, dans l'œil public. Alors, basir, pour moi, c'est comme un grand bonheur de m'en aller chez nous, dans ma cabane en bois, dans la forêt. Puis éventuellement, tu vas rsoudre? Puis éventuellement, je rsoudre. OK. Hermé, tu vas nous faire une petite lecture, oui, accompagné de nos 2 moineaux là-bas. Mm-hmm. On va te laisser aller t'installer. Alors, c'est un extrait d'histoires qui sont toutes des histoires vraies que certaines personnes m'ont racontées. Le moment fatidique. Il m'a demandé s'il pouvait passer 2-3 jours dans la cabane qu'on avait fait construire derrière la maison. Non, au commencement, c'était dans l'atelier qu'on a en ville. Il voulait montrer l'île au gars qui voyageait avec lui. On lui a dit oui, qu'il n'y avait pas de problème, mais sa voiture a manqué, ou quelque chose comme ça, et il s'est mis à attendre pour Dieu sait quelle raison. Ah oui, c'était les pièces. Les pièces devaient venir d'ailleurs, de loin en tout cas, parce que 2 semaines plus tard, il les attendait encore. Entre-temps, il s'était installé pour vendre une partie des objets qu'il transportait avec lui. Il faut dire qu'avant son départ, il s'était mis tout le monde à dos. C'est quelqu'un qui peut dire leurs 4 vérités à tout le monde sans aucune manière. Au point où j'étais convaincu qu'il allait s'acheter un fusil puis se mettre à tirer sur tout ce qui ne faisait pas son affaire. Le gars avec qui il voyageait était assez spécial aussi. Il était expert en électricité
Et j'étais sûre et certaine qu'il l'avait emmené avec lui pour fabriquer une bombe ou un engin de destruction massive. Des fois, il passait des journées complètes enfermé dans la cabane et je me disais qu'il devait travailler là-dessus. La pièce a fini par arriver, mais ce n'était pas la bonne. Et là, j'ai bien vu qu'il était parti pour passer l'été. J'ai dû lui dire que ma sœur allait venir avec son mari, qu'on aurait besoin de la cabane. Le bon morceau a fini par arriver. Ils sont allés dans l'île pour un temps. J'étais certaine qu'il était revenu pour tout faire sauter. Divination. Qu'est-ce qui est bleu le matin, bleu le midi et bleu le soir et qui nous permet de nous orienter à toute heure du jour? Qu'est-ce qui est visible du haut des airs, impossible à voir au milieu de la nuit et qui en hiver se cache sous la neige? Qu'est-ce qui est doux comme une rivière, semblable à de la salive et qui peut facilement tenir dans le creux de la main? Qu'est-ce qui permet aux arbres de se tenir debout, aux dents de continuer leur travail et aux êtres humains d'éviter les courants imprévus de l'existence? Qu'est-ce qui ressemble à un chagrin d'amour, qui se reconnaît facilement à sa manière de marcher et qu'on peut parfois rencontrer dans la rue à midi? Qu'est-ce qui peut pleurer, rire et parler en même temps? Qu'est-ce qui se déplace plus vite qu'un oiseau, plus lentement qu'un cheval au galop et qui est capable de monter plus haut qu'une fusée au firmament? Qu'est-ce qui peut se prendre pour un autre, faire semblant de rien et qui se reconnaît à son feuillage? Qu'est-ce qui vit dans la mer, se perd en réflexion au milieu du jour et répond malgré tout au téléphone? Qu'est-ce qui peut changer la vie, faire le trajet à rebours, être craint comme la pire des calamités et coller à l'humanité depuis le début des temps? Et les réponses sont à la page 47. Qui n'existe pas puisque le livre se termine à la page 46. Merci beaucoup. Merci, Hermé.